Recording in progress. Hey, salut! Et on est ensemble pour la suite du festival en ligne du Jardin Forêt. J'espère que vous allez bien. Voilà, on a commencé cette fin d'après-midi après les rendez-vous locaux qui ont lieu un peu partout en France et en Belgique, puisque à l'instant avec Kevin, on regardait quelques extraits de la rencontre qui a lieu en ce moment à Ivoire en Belgique, où il y avait plus d'une centaine de personnes qui sont réunies autour d'un mini festival local organisé par nos amis wallons qu'on salue évidemment. Bravo pour l'organisation de tout ça. C'est vraiment chouette, ça fait chaud au cœur de voir toute cette dynamique qui s'est mise en place de ce côté. Voilà, et puis il y a aussi d'autres lieux dans lesquels on peut regarder ensemble le festival, sur les amis du 97 à Besançon, les amis de l'Aérium dans les Cévennes. C'est chouette de se retrouver, de pouvoir vivre cette dynamique. C'est la première fois qu'on fait ça, de pouvoir tout simplement être ensemble, créer du lien en vrai, et pas simplement tous et chacun derrière son écran. J'espère que pour celles et ceux parmi vous qui étaient à des rendez-vous locaux aujourd'hui, vous avez vécu un chouette moment. N'hésitez pas à témoigner, à partager dans le chat. D'ailleurs, dans le chat, il y a déjà du monde. Salut! Il y a Agnès, Vincent, Adeline, bonsoir, bonsoir, Nathalie, la ferme des loups, Pauline, Béatrice, Laure, et une certaine Meina, voilà, pas mal de monde qui sont déjà là depuis le début du festival. Donc voilà, vous êtes régulières et réguliers dans votre participation, et ça fait vraiment plaisir. Donc n'hésitez pas, si vous rejoignez le festival et que c'est votre première participation, à aller dans l'outil discussion dans le chat, voilà, pour simplement saluer, dire où vous êtes, où vous nous regardez ce soir. Vous pouvez aussi utiliser la fonction lever la main. Ça sera plutôt dans la deuxième partie, même si on va voir après avec notre première intervenante de la soirée, qu'il y aura des petits moments aussi pour pouvoir poser des questions pendant la présentation. Et puis, vous pouvez aussi accéder au serveur Discord. Alors le Discord, c'est une sorte d'espace de salon, de discussion, dans lesquels vous êtes déjà plus de 600 à vous être inscrits, et il y a plein de canaux sur différents thèmes, mais aussi des canaux par région. On retrouve aussi les liens vers les replays, puisqu'au fur et à mesure que le festival avance, on vous met à disposition les replays. Donc bonsoir à Marina qui est à Saint-Latier, à Magali qui est dans le Berry, à Patmout qui est dans le département de la Loire. Voilà, bonsoir de Bruxelles, c'est Alvina qui nous salue. Département le plus sec, nous dit Chris, 66. Voilà, personne bosse. Non, 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 pas à cette heure-ci quand même, un samedi soir, voilà. Hello de Plazac, nous dit Anna, et de Toulouse pour Feuille Verte. Chouette. Eh bien, bienvenue à chacune et à chacun. On a un beau programme ce soir. On va continuer à apprendre plein de choses, à s'instruire, à continuer à tisser nos connaissances, nos références autour des jardins-forêts, et plus particulièrement sur cette troisième édition aussi autour de l'eau et des interactions entre l'eau et les paysages. Alors, il se trouve que depuis les premières éditions du festival, on avait commencé à aborder, certains d'entre vous le savent, justement cette question, cette intrication entre le végétal et l'eau, et aussi à l'échelle du grand paysage entre les cycles de l'eau et la végétation. Et nous qui sommes, pour la plupart d'entre nous, des jardiniers, des personnes qui plantent des arbres, qui aménagent des espaces, en fait, finalement, on se rend compte qu'on ne connaît pas tout, qu'on ne comprend pas encore tout.
de ces interactions, de leur complexité. On a l'habitude de nous présenter dans les médias le fait que le climat va avoir une incidence sur la végétation, mais ce qu'on connaît beaucoup moins bien, c'est l'incidence de la végétation sur le climat. Et il y a quelques mois, j'ai eu l'occasion de découvrir à travers une vidéo où elle le présentait en anglais sur YouTube, le travail de Cindy Morris. Et j'étais complètement scotché, bluffé par ses explications. Et puis j'ai découvert avec beaucoup de joie que plus récemment, elle s'est exprimée à travers notamment un podcast qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Du coup, ni une ni deux, on a contacté Cindy et on lui a demandé si elle était d'accord d'intervenir dans le festival, et elle a accepté cette invitation. Merci beaucoup Cindy d'avoir accepté cette invitation. Comment on te présente pour tout le monde? Comment tu te présentes, toi? Donc, mon identité, c'est plutôt, je suis chercheur à l'INRA. Maintenant, Ouais, ça s'appelle INRAE. ouais. On a fusionné avec un autre institut. Et donc, microbiologiste, pathologiste végétal, la santé des plantes. Et OK. voilà, vous m'entendez? Ouais, ouais, on t'entend, tout va bien. Tout OK. va bien, on t'entend super bien. Ouais, OK. Et donc, ça fait 34 ans que je suis à l'INRA de Montfavet, dans Ouais. les environs d'Avignon. Euh, voilà. Eh ben, chouette, super, merci. Du coup, à l'INRAE, tu travailles sur le domaine du végétal, et Oui. avec quel angle, on va dire? Comment tu pourrais Mais nous voilà, expliquer sur la santé des plantes. sur la Mais santé? on va voir dans ma présentation qu'il y a des paradoxes dans cette santé de plantes, où il y a des acteurs et des actrices qui peuvent faire du bien, mais qui peuvent Mmh. faire du mal en fonction de comment on souhaite les gérer. Et comme dans la nature globalement, il y a toujours ces paradoxes. Ouais. C'est jamais tout ou rien. Et donc, j'ai découvert, mais c'est à travers ma formation aux États-Unis, j'ai découvert l'existence de ces micro-organismes, mais c'est Mmh. surtout en étudiant leur dissémination à longue distance que je me suis commencé à poser les questions sur les impacts sur l'environnement, Mmh. autre OK. que juste les maladies ou le gel. OK. Chouette, super. Eh ben, écoute, moi, je propose qu'on t'écoute, qu'on découvre ta présentation. Juste simplement pour les règles du jeu, tu me disais que ta présentation, elle est en plusieurs parties, et donc il va y avoir peut-être des moments où vous allez pouvoir aussi poser vos questions. C'est moi qui vais récolter vos questions dans le chat, et puis les poser à Cindy oralement. Donc n'hésitez pas, hein, évidemment, à participer, à réagir, aussi à partager éventuellement vos références, vos réflexions, vos observations, pour compléter la présentation qui va être faite par Cindy Morris. Okay. Le Zoom me dit que si je démarre mon partage d'écran, je vais Ouais, couper votre son. ouais, 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 vas-y, c'est bon, c'est C'est bon. OK? Ouais, ouais, OK. c'est OK. Très bien. Donc, écran 2. C'est bon? C'est parfait, super. Parfait. OK. Donc, j'espère que cette présentation ne sera pas trop académique. Je vais essayer d'expliquer les termes qui sont un peu compliqués, mais ça vous donne la possibilité aussi de voir un petit peu la réalité de notre métier et comment on traite ces sujets. Donc, je vais parler des déclencheurs biologiques de la pluie. Pour information, cette présentation était inspirée dans un premier temps par l'organisation qui s'appelle Water Stories aux États-Unis, qui veut cultiver l'eau. Donc, j'étais très contente d'apprendre qu'il y a ces mouvements de plus en plus de personnes qui s'engagent pour réfléchir entre le lien entre comment on gère la végétation et ses impacts à plus grande échelle. Donc, si je peux déplacer mon... Je vais assez d'avancer. OK. Donc, la première question, donc, je vais présenter dans les séries de questions pour que vous compreniez le sujet plus point par point. Donc, la question de base, c'est les plantes peuvent-elles influencer les processus qui conduisent à la pluie?
Et donc, OK, la réponse est oui, parce que je n'en serais pas là si ce n'était pas vrai. Mais je veux d'abord présenter les connaissances de base et les phénomènes à prendre en compte pour arriver à la réponse à cette question. Donc, globalement, on sait que la végétation a divers impacts sur le climat et l'eau à l'échelle locale, régionale et continentale. C'est une liste ici, c'est 7 différents impacts que nous avons déclarés dans un papier qu'on a publié en 2017 avec un groupe de personnes qui étaient un peu perplexes du fait qu'on déploie les forêts, planter les arbres simplement pour faire la séquestration de CO2. Et on s'est dit, mais il y a beaucoup plus que ça. Il n'y a pas que la séquestration de CO2. Et il y a beaucoup de politiques internationales qui sont focalisées sur ça et on peut planter les arbres n'importe où sans de prendre en compte que le positionnement des arbres et les espèces des arbres peut avoir un impact. Donc, ici, si ça vous intéresse, vous pouvez trouver ces publications, sinon vous me contactez et je peux vous les donner. Mais il y a le recyclage de précipitations, il y a des catalysateurs de condensation et de pluie, transport d'humidité atmosphérique, le rôle dans le chauffage et refroidissement à l'échelle locale et mondiale, interception de pluie et de brouillard, infiltration de recharge des eaux souterraines et modération des inondations. Donc aujourd'hui, on va focaliser sur le rôle dans la pluie, mais la végétation est très importante pour diverses raisons. Donc ces impacts sont le fruit des interactions rétroactives entre la végétation et l'atmosphère, entre simplement, on peut dire simplement les échanges de masse et énergie. Donc, on peut vraiment penser comme ça. Donc, en ce qui concerne l'énergie, bien sûr, il y a l'énergie du soleil qui arrive vers la surface des plantes, la surface du sol, et il y a les infrarouges, et après, il y a le retour dans différentes formes. La lumière qui est simplement reflétée, transformée en différents types de chaleur qui ont différents types de fonctions. Sur la droite de l'image, il y a les échanges de masse. Donc, la masse dont on vient d'évoquer, c'est les gaz CO2. Okay? Il y a le relargement de O2, oxygène. Il y a les échanges de masse en tant que l'eau. Il y a les produits chimiques qui émanent des forêts, vous les sentez, des terpènes, etc. Ça s'appelle les produits volatiles, qui sont les carbones organiques. Et il y a aussi les particules biologiques, donc BPAP, là, des particules biologiques. Et donc, l'ensemble de ces échanges vont avoir divers impacts, que ce soit sur l'humidité relative locale, la température ambiante, le mouvement, le développement des nuages en format convectif, le vent et la précipitation. Donc, il faut que vous êtes au courant de cette petite composante-là, les particules biologiques primaires, okay? pour bien comprendre le sujet. Donc, ces PBAP, les particules biologiques primaires atmosphériques, sont simplement, la plupart sont les micro-organismes qui sont largués des surfaces des plantes et aussi du sol, de litière. Donc ici, je vais vous donner un exemple de bactéries parce que c'est pour les bactéries qu'on a des données, mais il faut imaginer qu'il y a des champignons, il y a des virus, il y a des pollens, etc. Et c'est la situation normale, il n'y a rien d'anormal de ça, l'air est plein de particules biologiques. Donc sur la côté gauche du graphique, il y a les informations sur la quantité de bactéries et sur la droite, les informations sur la dimension de l'atmosphère dans laquelle on trouve. Donc, par exemple, dans la couche limite planétaire, qui est c'est la surface du sol jusqu'à 100 mètres à 200 km, et qui a un volume de 7 fois 10 puissance 17 mètres cubes. Donc, ça veut dire 10 avec 17 zéros. 10 puissance 17, c'est 10 avec 17, 1 avec 17 zéros après.
C'est un immense volume d'air dans lequel on a à peu près 10 puissance 21 à 10 puissance 22 bactéries. C'est des chiffres qui sont difficiles à imaginer comme nombre, mais c'est le monde microbien, c'est juste énorme. Après, on a la couche qui est juste au-dessous de cette couche limite, qui s'appelle troposphère libre. Donc, le troposphère libre, c'est la partie qui permet des choses de déplacer très, très loin. Et donc, si vous avez pris un avion, vous connaissez cette couche parce que c'est la couche qu'on doit rentrer dedans, où on passe cette turbulence, on est dans l'avion, on passe la zone de turbulence. Tout ça, c'est la couche limite planétaire. Et bing, on est dans la couche, le troposphère libre et l'air est assez laminaire. Ça coule super bien. Donc, c'est un immense volume de l'air qui va jusqu'au-dessus de couche limite à 8 à 15 ou 16 kilomètres au-dessus de la surface du sol, où on a à peu près 10 fois plus de bactéries dedans que dans la couche limite. Mais pour un volume encore 10 fois plus grand. Okay. Donc, globalement, on a par an 10, 23, 10 puissance 24 bactéries émises par la végétation tous les ans, constamment. Okay? Donc, c'est quelque chose qui est en continu, mais simplement pour vous dire, c'est la réalité de l'atmosphère. C'est des choses invisibles, mais les micro-organismes sont partout dans notre atmosphère. Et la connaissance sur tous ces facteurs et les propriétés de ces bactéries, donc je vais retourner à ces propriétés, nous amène à concevoir, on a conçu ce cycle de bioprécipitation. Et c'est le cumul des interactions entre le sol et l'atmosphère. Les micro-organismes qui sont sur les feuilles, cette stock, vont monter dans l'atmosphère. Ils vont être transportés au niveau des nuages ou peut-être plus haut. Et à travers leurs propriétés glacogènes, je vais vous présenter ça, il peut interagir avec les nuages pour provoquer une précipitation qui va les faire revenir sur le sol ou sur les plantes, mais qui va aussi faire pleuvoir. Et ça va favoriser la croissance des plantes, ça va favoriser la croissance microbienne et ça va faire que le cycle peut continuer. Donc, quand j'ai enseigné la biologie végétale, bien sûr, on dit il faut la pluie fait pousser les plantes, mais on peut-être peut dire l'inverse, pousser les plantes peut faire la pluie. Donc, c'est le concept. Et donc, je vais essayer maintenant de vous expliquer les détails de comment ça peut se passer comme ça. À dire que c'était une bataille au moins une décennie pour faire adhérer la communauté scientifique sur cette idée, parce que où les biologistes ont dit que ça semblait faisable, les physiciennes, ça pour eux c'était dur, les personnes en physique. Mais voilà, on va continuer. Maintenant, tout le monde accepte que ça peut passer comme ça. Donc, comment ça se passe quand il pleut? Ce qui fait pleuvoir. Et donc, je vais vous parler des aérosols et la physique de l'eau, parce que ça, il faut comprendre ça. Première chose à comprendre, c'est qu'il faut des conditions atmosphériques de base favorables pour la pluie. Donc, ça s'appelle les conditions synoptiques. C'est ce qu'on voit à la météo, hein, quand on nous présente la météo, l'arrivée des masses d'air, la quantité d'eau, où il y a la pression haute, pression basse, etc. Il faut ces conditions synoptiques. Sinon, les aérosols, la physique de l'eau, le reste, on ne peut pas provoquer la pluie sans avoir les conditions optimales. Okay? Mais ça ne suffit pas juste ces conditions. Donc, il faut un petit peu quelque chose pour catalyser et pour aller jusqu'au bout. On peut avoir les conditions favorables et on le voit souvent. On a des nuages qui passent, tout est là pour pleuvoir et il ne pleut pas et on ne comprend rien. Parce qu'il faut aussi activer le processus. Et donc, c'est les aérosols qui vont agir comme catalysateurs pour les processus physiques qui conduisent à la pluie. Et donc, ces processus impliquent des changements de phase de l'eau. Donc, si vous avez fait
au lycée, en physique de base au lycée, on a appris sur les différentes phases d'eau, gaz, liquide et solide. Donc, je vous pose la question, mais je ne vais pas attendre que vous répondez. Une nuage, c'est quelle phase? OK? Et donc, vous serez étonné de la réponse. Je vais vous dire la réponse tout à l'heure. Donc, on a ces changements de phase et les flèches en rouge, par exemple, liquide en gaz ou solide va fondre en liquide, ces changements nécessitent qu'on rajoute l'énergie. Mais vous savez, si vous faites bouillir l'eau, okay, vous avez la vapeur, il faut ajouter l'énergie. Pour les autres changements, avec les flèches bleues, il faut refroidir. OK? Et donc, par exemple, le gaz, ça fait humidité relative. Et ça, c'est le vapeur dans l'air. Mais le nuage, c'est liquide. Le nuage, c'est des lacs flottants. Et les lacs de petits gouttes qui sont trop petites pour tomber. Mais un nuage, c'est liquide. Et après, glace et neige, ça, c'est la phase solide. Et donc, c'est pour ces deux changements de phase, la condensation qui fait que le gaz va condenser en liquide, des catalysateurs sont très utiles dans l'atmosphère pour favoriser et assurer que ça se passe rapidement. Et pareil, la phase de liquide à solide est nécessaire et dépend beaucoup de cette formation, cette catalysation. Okay? Donc, je vois sur ma graphique que je parle de pluie en tant que liquide. Mais pour arriver à être liquide dans un nuage, la pluie, il faut qu'il passe par cette étape de solide, glace avant. Donc, pour former cette pluie, il est super important. Et donc, même encore, de façon intuitive, vous connaissez un petit peu de ça parce que quand vous allez bouillir l'eau, la vapeur va monter dans votre cuisine, ils disparaissent. Mais si vous mettez un couvercle sur la casserole, bing, vous le voyez, cette condensation. OK? Parce que la surface aide énormément à la condensation. Aussi, si vous invitez les amis pour l'apéro un après-midi ou un soir et vous n'avez pas mis l'eau dans le congélateur pour faire la glace, souvent, ça prend de la nuit. Même si vos congélateurs sont à -4 ou plus, ce n'est pas tout de suite cette réaction. Donc, vous voyez qu'il faut un peu de temps ou il faut un peu de soutien pour ces réactions. Donc, il y a donc ces deux types d'aérosols qui sont importants. Il y a ceux qui sont des CCN, les noyaux de condensation des nuages, Cloud Condensation Noyaux. Ça, c'est des particules, souvent c'est des particules, qui permettent l'eau à passer de phase gazeux dans l'atmosphère à la phase liquide qui permet la formation des nuages. Et donc, c'est ces petites gouttelettes d'eau condensée qui forment les nuages. Après, dans les zones où on habite, les zones temporelles, pour que ces gouttelettes peuvent assimiler la masse nécessaire pour tomber, donc il faut qu'ils s'agrègent, il faut passer par une étape de congélation. Et donc, cette congélation peut être catalysée par ce qu'on appelle les noyaux glacogènes, ou Ice Nucleating Particle, okay, INP. Et c'est ça qui va aider à faire la précipitation. Okay? Donc, je vais aller dans ces étapes. Donc, première question, j'imagine tout le monde est en train de demander pourquoi la congélation a besoin d'un catalyseur. Et moi, j'ai appris au lycée, à l'école, que l'eau gèle à 0. Est-ce que c'est pas vrai? Pas vraiment. Donc, vous allez prendre quelques petits détails de pourquoi on a besoin d'un catalyseur et pourquoi l'eau ne gèle pas forcément à 0 degré. Donc, déjà, l'eau, on va le représenter comme on fait pour la chimie de base avec
une molécule d'oxygène et 2 molécules d'hydrogène. Et donc, lors de la congélation, les molécules d'eau vont s'orienter dans une matrice de forme hexagonale. Donc, cette orientation, quand même, ils sont en train de gigoter, ils ont beaucoup d'énergie, il faut quelque chose qui peut les tenir ensemble. Et pour ça, il faut un peu enlever leur force. Right? Et donc, les personnes qui ont simulé ce qui se passe, donc ça, c'est une simulation graphique, et donc les NS, là, c'est nanosecondes. Donc, c'est une soupe de molécules d'eau, comme s'ils étaient liquides, et ils ont simulé ce qui se passe lors de la congélation. Et donc, dans le petit rayon jaune là, on voit qu'il y avait un embryon de glace. Donc, cet embryon de glace, c'est le début d'organisation de quelques molécules qui peut tenir les autres s'ils sont suffisamment nombreux pour la température donnée. Et quand ça arrive, bing! Après, bing, 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 les autres vont aligner. OK? Et c'est ça qui est difficile à obtenir. Hein? Parce que les molécules bougent, ça bouge. Donc, la croissance de cristaux de glace dépend de la formation de cet embryon et que cet embryon soit stable à la température ambiante donnée. Et donc, à partir du moment qu'on a un embryon de glace, on peut avoir la croissance de glace et la glace visible. Okay? Donc, combien de molécules pour faire ça? Donc, si on est dans l'eau à l'eau liquide à moins 40 degrés, ça s'appelle l'eau en surfusion. Il n'a pas encore transité à l'eau solide. 70 molécules d'eau qui, tout d'un coup, par hasard, s'organisent en forme hexagonale, va tenir les autres. Ils vont tenir les autres à moins 40. Bing, ça arrive. Donc, ça, c'est probable. Il y a tellement de molécules d'eau que ça, c'est probable. Mais à moins 5, ça, c'est les températures qui nous intéressent pour la pluie. C'est les températures dans les nuages en été, par exemple. Il faut 45 000 molécules d'eau qui s'organisent de façon spontanée pour déclencher la glace. Ça va arriver jamais. Okay? Et donc, vous pouvez imaginer comme ça, vous avez un code à 9 chiffres, une alarme sur votre maison, il y a un code à 9 chiffres. Vous donnez, il y a un cambrioleur, il a 1 minute. Probable qu'il ne le trouve pas. Vous donnez 1 an à trouver le code, il va trouver. Okay? Donc, un jour, il va trouver le code. Et c'est à peu près la même chose. Éventuellement, peut-être ces 45 000 molécules vont s'organiser, mais la température est déjà chauffée, c'est trop tard. Right? Donc, c'est pour ça qu'un catalyseur, c'est absolument nécessaire pour les processus dans l'environnement où le passage à des températures froides est peut-être très rapide, surtout dans les nuages. Donc, cette orientation de milliers de molécules pour former un embryon de glace par ce mouvement aléatoire est juste très improbable, comme j'ai dit. Et donc, en conséquence, la température de congélation spontanée de l'eau est autour de moins 40. Ce n'est pas 0 degré. Okay. Encore, les pilotes, si quelqu'un parmi vous est un pilote, vous avez appris qu'avec votre avion, il y a certains types de nuages, vous ne transpercez pas. Surtout les nuages très froids, des cirrus, qui ont une absence de cristaux de glace. Votre avion va servir comme noyau de congélation et l'avion va tomber. Et il y a eu des accidents comme ça. Donc, sans un catalyseur, l'eau pure, à des températures très froides, peut rester liquide. Ça, c'est un fait. OK? Parce qu'il y a juste des molécules pour pas. Tu veux poser une question? Ouais, il y a plusieurs personnes dans le chat qui proposent qu'on se pose un peu parce qu'il y en a déjà pour qui c'est un peu Okay. voilà, qui ont du mal à te suivre. Donc, si moi je comprends ce que tu nous dis, c'est que, enfin, pour moi, l'information qui me frappe, hein, c'est que tu es en train de nous dire qu'en fait, l'eau qui gèle à 0 degré, ça n'existe pas vraiment, en tout cas pas en tant que telle. L'eau pure qui gèle à 0 degré. Donc, dans un labo de physique, peut-être tu vas avoir de l'eau pure. Non, personne n'a de l'eau pure. Nous,
de nos robinets, de l'eau distillée, tout ça, c'est pas pur, OK? Donc, et qu'en fait, l'eau pure, si on veut la faire geler, en gros, il faut descendre à -40, quoi. Oui, c'est ça. Et donc, Ouais. où on a l'eau pure dans la nature, c'est par évapotranspiration et ça monte très, très haut dans l'atmosphère. Il n'y a que les molécules d'eau. Mais Ouais. sinon, les lacs, l'eau robinet, l'eau distillée, le reste, il n'est pas pur, OK? Il y a plein de choses, dont les fameuses particules dont tu as parlé tout Oui, à l'heure, oui. qui vont intervenir du coup, et c'est C'est ça qui va ça. faire que D'autres choses vont finalement, intervenir. on va observer. D'autres choses vont intervenir. OK. C'est pas le commun des mortels de voir ça à -40, OK? Ouais. Ouais. OK. OK, bon, je pense que déjà, si on retient ça, si tout le monde a bien compris ça, on peut, je pense, entendre la suite de ce que tu vas OK. nous raconter. Voilà. Donc, en tout cas, l'eau peut rester à des températures en dessous de 0 degrés Celsius et rester liquide sans problème. OK? C'est incroyable. Ouais, mais non, mais c'est ce qu'on nous apprend pas en physique et c'est dommage parce que c'est pas très compliqué. Donc, 0 degré, c'est la température au-dessous de laquelle l'eau va pas transformer en solide. Mmh. Ça, c'est thermodynamiquement, c'est pas possible. Mais là, juste à 0, c'est peu probable toute seule. Il a besoin qu'on tienne la main, on se tienne la main. Et donc, c'est ce catalysateur qui veut dire noyau glycogène qui va être ce qui tient les molécules ensemble. Okay? C'est ça qui va aider les molécules à se rassembler parce qu'il y a des petits endroits où les molécules peuvent se coller sans de faire ça de façon aléatoire. Mmh. OK, ça c'est la partie de comment les particules agissent et la physique de l'eau. Donc, cette eau qui est dans l'atmosphère, il vient d'où? L'eau qui forme les nuages. Donc, au-dessous des continents, ça vient des plantes. Okay? Au-dessous des océans, la plupart de l'eau qui crée les nuages vient de l'océan. Mais au-dessous des continents, l'eau qui est transformée en liquide et forme les nuages vient des plantes, principalement à travers le processus d'évapotranspiration. Donc, c'est la photosynthèse de la plante et sa respiration. On peut avoir aussi évaporation du sol et un peu sur les lacs. Okay? Et après, on a quelques événements de ce qu'on appelle les rivières atmosphériques. Et donc, les rivières atmosphériques sont les rivières ou un couloir d'humidité qui se forme sur un océan, mais qui va arriver, certaines vont arriver sur la Terre. Donc, on a certaines qui arrivent sur la péninsule ibérienne, en Espagne et Portugal, où on a tout un coup la flotte, mais vraiment incroyable, un peu sur Amérique du Sud, et sur la Californie. Okay? Ces rivières atmosphériques qui dépendent le cycle de ces rivières, ils dépendent de ça pour leur cycle de pluie, en fait, parce que ça, c'est très important. Mais sinon, le reste est principalement les plantes. Donc, sans les plantes, déjà, on va avoir du mal à avoir assez d'atmosphère assez de l'eau dans l'atmosphère. Après, les particules, ils viennent d'où? Donc, les condensations de nuages, le noyau de condensation de nuages, beaucoup viennent des plantes. Ils sont des composés volatiles qui vont condenser dans l'air. Quand eux, ils sont gazeux, ils vont devenir liquides. Et ils sont émis par les plantes et vous les sentez, les terpènes, les isoprènes. Si vous prenez votre voiture et vous longez la Côte d'Azur et vous avez cette espèce de brume, ça c'est l'impact des isoprènes, des volatiles de la plante sur la condensation de la vapeur qui est dans l'air et qui donne cet effet. Okay? On le voit souvent dans les forêts aussi. Okay? Ça, c'est une forme importante. Il y a d'autres, mais c'est ceux qui sont contribués par les plantes. Après, on a des noyaux glycogènes. Donc, qu'est-ce que les noyaux glycogènes ont à voir avec cette champ de blé? Okay? Donc, je vous donne ça comme un des exemples parce que le blé là, qui est en train d'être récolté, il est atteint de la maladie de rouille de blé. Et c'est les spores que vous voyez là, c'est le nuage que
producteur il va faire. Et c'est parmi un exemple des micro-organismes qui sont glaçogènes. J'ai utilisé cet exemple parce qu'on le voit. Donc, il y a divers micro-organismes qui sont glaçogènes. Donc, les micro-organismes qui sont actifs comme noyaux glaçogènes viennent principalement de la végétation, soit les feuilles, on a des bactéries, les champignons. Okay, je donne certains noms ici, mais le seul nom à retenir, c'est Pseudomonas syringae. Ça, c'est si vous retenez le nom Pseudomonas syringae, ça, c'est la bactérie plus dominante qui est partout, qui est en activité glaçogène foudroyante. Les autres peuvent jouer un rôle, mais elle a été le plus étudiée. Donc, les feuilles, il y a des bactéries champignons qui hébergent ces micro-organismes. Le sol, le litière, bactéries champignons et quelques algues aussi qui peuvent avoir cette activité. Okay? Donc, naturellement, les feuilles portent une microflore, comme notre peau. Okay? C'est pas malade, c'est ce qu'il faut. Donc, une feuille qui est sans symptômes, qui est en bonne santé, peut avoir au moins 10 000 bactéries par gramme de feuille. Quand on utilise un microscope pour regarder, ici, vous voyez dans cette image une grande ouverture, ça c'est la stomate de la feuille. Après, vous voyez une topographie, ça c'est les cellules épidermes de la feuille, et les petites taches blanches, ça c'est des bactéries. Donc, les bactéries sont plus petites que la taille d'un stomate, et sur les plantes saines, on en a sans problème. Et donc, il y a un chercheur qui a fait une enquête sur beaucoup d'espèces de plantes différentes. Il a déterminé est-ce qu'il y avait des bactéries glaçogènes sur n'importe quelle plante. Et quand il a ici, c'est une liste de les 1, 2, 3, 4, 5, une douzaine d'espèces qu'il a regardées avec la quantité de bactéries en log, donc 10 puissance 7, 10 puissance 6, 10 puissance 5 par gramme de feuilles. Il y avait partout, partout. Il avait plutôt de mal à ne pas trouver ces bactéries. Donc, c'est une partie de la flore normale dans les zones temporaires, OK, qui sont là sans forcément de provoquer des problèmes. Okay? C'est fait partie de la flore naturelle des plantes. Il y a Dominique qui te demande est-ce qu'il existe des bactéries qui sont non glaçogènes? Ah oui, oui, là, c'est plutôt, il y en a beaucoup, plus. D'accord. Beaucoup plus. Okay? C'est une propriété qui est vraiment pas trop répandue. D'accord. De façon, l'activité qu'elle a sous le Pseudomonas syringae est très spécifique. Je vais vous parler de ça plus tard, mais c'est pas juste quelque chose comme un débris que par hasard elle arrive à être un noyau glaçogène. Il n'y a pas des milliers d'espèces, non. OK. Donc, cette graphique-là, c'est pour vous montrer la puissance de cette activité par rapport à d'autres particules. Donc, sur l'axe en bas, axe X, qui va à droite et à gauche, et horizontal, on a la température de l'activité. Donc, quelle est la température où ces noyaux peuvent faire une action? Et sur l'autre axe vertical, on a un indice de l'intensité de cette activité. Okay? Le chercheur qui a fait ça juste voulait comparer les différentes particules. Donc, quelle est l'intensité de cette activité des différentes températures. Donc, on constate qu'on a deux groupes de particules. Donc, on a des particules minéraux et d'autres particules inorganiques comme le suie, poussière, les sondes volcaniques, que eux, ils peuvent provoquer la prise en glace. Mais ils vont pas avoir une activité qui commence avant à peu près moins 12 degrés. Et même à moins 12, ils ne sont pas très actifs. Il faut aller à moins 20 avant qu'ils aient une activité puissante. Et donc, encore, c'est les choses, vous avez entendu parler de ça, parce que pour lutter contre le grêle, quand les Chinois ont éradiqué la pluie pour les Jeux olympiques, ils ont utilisé le iodure d'argent. Okay? C'est un produit inorganique qui a une activité glaçogène, qui pousse à la formation de pluie.
Mais l'eau, il faut qu'il soit bien froid avant qu'il ait son activité. Ou on a cet autre groupe que dès mois 2, mois 3, jusqu'à mois 10, c'est les organismes biologiques, les bactéries principalement. Donc, la puissance de ces organismes sont très importantes. Ils peuvent rendre service à l'environnement dans les créneaux de température où la poussière qui est naturellement dans l'atmosphère tout le temps, peut-être peut pas. Okay? Et c'est pour ça que ça devient intéressant parce qu'il peut avoir une activité quand l'eau est pas assez froide pour les autres produits. Donc, vous allez voir. Okay? Donc, je vais faire une petite vidéo là. Donc, vous pouvez voir le film dans sa totalité sur mon blog. Là, je vais vous faire un extrait. Donc, c'est un tube à essai avec l'eau en surfusion à moins 7 degrés. Là, il faut me croire parce que j'ai arraché le reste de l'image, mais c'est à moins 7 degrés. Et donc, il est en surfusion parce qu'il est en liquide. Et donc, dans la petite pipette qui est en eau, le petit cône là, jaune, il y a une suspension de la bactérie Pseudomonas syringae. Et on va faire tomber une goutte de cette suspension dans l'eau. OK, tout de suite. C'est instantané. Et c'est ça, sa puissance, c'est qu'on n'a pas besoin que l'eau soit très froide pour qu'elle catalyse de façon instantanée la réaction. OK? On veut le voir à nouveau? Je peux le faire un Ouais, replay. vas-y. C'était rapide. On y va. Oui. Donc, mais ça, c'est juste Là, c'est à vitesse normale que tu nous le passes. Ah non, mais c'était la même que l'avant. Peut-être c'était juste un problème de zoom. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas la vidéo, t'as pas ralenti ou accéléré, c'est vraiment Ah, non, à c'est vitesse normale, quoi. instantané. Instantané. Ouais, Et ok. à dire que quand on enseigne la pathologie végétale et on fait cette démo pour les étudiants, c'est la seule chose pour laquelle les étudiants vont se mettre debout, applaudir. Ouais. Voilà. Bah, un peu là, triste parce qu'il y a d'autres sujets super intéressants aussi, mais là, ça cartonne. là, il y a des applaudissements dans le chat, notamment de Pauline. OK, Il y a Michel et qui dit donc, vous pouvez impressionnant. voir sur... Et Christine qui encore, dit vous pouvez faire cette expérience chez vous. Je peux vous expliquer sans avoir les bactéries, etc. Il y a des petites expériences que vous pouvez faire avec vos enfants comme ça. Ah, trop bien. Il y a Christophe qui demande combien de bactéries dans cette goutte que tu as mise là. Tu as une idée Pas mal, parce qu'on voulait mal. assurer le coup. Ouais. Mais en fait, à moins 7 degrés, il faut au moins... Oh non, il faut 1000 bactéries peut-être pour le faire, pour avoir une cellule qui arrive à le faire. Donc, OK. Donc, comment ça? Comment on peut faire ça? Qu'est-ce qui se passe là? OK, donc c'est tout. Donc, je vais parler dans les détails génétiques, mais je vous explique brièvement. Donc, comment elle peut être glaçogène? Donc, ici, l'image d'une cellule bactérienne. Ça, c'est Pseudomonas syringae. Elle est une bactérie comme ça, elle est 1 micron de longueur. Donc, vous pouvez mettre 1000 tête à tête, l'un après l'autre pour faire 1 millimètre. OK? Donc, dans cellule bactérienne, ce qu'on appelle gramme négatif, donc elle n'a pas un immense power épais à l'externe, elle a juste cette membrane externe. Et dans son membrane qui est ici, c'est juste un sketch. Membrane, c'est les lipides. On peut avoir les protéines, diverses protéines, parce qu'il faut qu'elles communiquent avec l'externe. Il y a une protéine qui est dans la membrane, qui peut être en contact avec l'eau, qui a cette activité glaçogène, qui a des sites où l'eau, par les liaisons forces positives-négatives, les charges positives et négatives, va simplement dire, ah, je peux coller, et l'organisation, bing, est comme la glace, et après, bing, le reste marche. Donc, le fameux embryon de glace dont tu nous as parlé. Donc, elle va lier et organiser les molécules d'eau, et c'est ça qui va rendre les conditions thermodynamiques plus favorables.
Ok, Donc, on n'a incroyable. pas besoin d'attendre que par hasard, on a des milliers de molécules d'eau qui s'organisent. OK. Donc, à mon avis, il y a des gens qui disent pourquoi elle fait ça. Je n'ai pas la réponse, OK? Mais peut-être, mais c'est comme ça. Donc, pour retourner maintenant à nos nuages et précipitations, pour faire un petit résumé. Donc, la formation des nuages dépend des concentrations atmosphériques de ces noyaux qui peuvent aider le transfert de phase vapeur à phase low. Donc, je ne parle pas beaucoup parce que c'est rare qu'on n'en a pas assez. Souvent, il y a assez dans l'atmosphère. Okay? Il y a beaucoup de choses qui peuvent le faire, donc c'est rare qu'on n'a pas, que ça c'est un facteur limitant. Et après, la précipitation dépend de la présence des noyaux glacogènes, ice nucleation particles, et la température, surtout à l'auteur des nuages. OK? Bien sûr, il faut les conditions météorologiques convenantes pour tout ça. Okay? Et donc, voici nos petits nuages. Et pensez, quand vous regardez les nuages, il y a toujours les montées de particules constantes de l'agriculture, sylviculture, transport, activité industrielle, érosion éolienne, volcan, incendie de forêt, aérosols marins, ça fait en constante. Et après, on a quelques événements spécifiques, comme on fait la récolte d'un grand champ de blé, ou on a surtout un accident, une explosion volcanique, ou c'est des choses plus rares. Mais tout ça va nourrir les nuages. Et les nuages vont agir en fonction de ce qui est disponible. OK? Les nuages vont agir. Tout ça va faire pour que peut-être il y a ce qu'il faut pour faire la pluie. Donc, temperature, c'est ça qui est important. Donc, à droite, on a un exemple de nuages quand on a des gros orages. Donc, quand on a des orages vraiment violents, on a des nuages qui ont des altitudes de des mètres, jusqu'à peut-être 10 mètres, où on a un gradient de température. Donc, à 10 mètres, la température va atteindre peut-être moins 40 degrés. OK? Peut-être, en fonction de la période de l'année. Donc, ici, dans un tel nuage, on a beaucoup d'options pour avoir les conditions de température où une poussière, etc., peut agir. Mais d'autres types de nuages, à gauche, surtout les nimbostratus. Ça, c'est ce qu'on a, par exemple, chez moi à Avignon, il pleut, mais vraiment, c'est les nuages très bas, etc., où la température minimale, il n'est pas aussi froid que ça. Et en été, quand on a ces types de nuages, et avec le chauffement climatique, là, le réchauffement climatique, on va avoir de moins en moins de contextes où la température minimale dans un nuage va être en dessous de zéro et va être dans une température où les noyaux glacogènes type poussière, etc., peuvent faire le travail. Donc, de plus en plus, ces particules biologiques vont être importantes, vont devenir facteurs limitants. OK? Donc, pour ceux qui veulent voir beaucoup plus de détails, je pense que c'est le film Samuel que peut-être tu as vu Oui, c'est ça. sur Biological ça, où Rainfall j'explique la Triggers. physique tous en détail. Ouais. Vous pouvez, et c'est court comme présentation, vous pouvez le voir, je vous donne le lien. OK, maintenant on va faire transition. Donc, mais si c'est vrai que le changement d'usage de terre peut impacter les précipitations, on devrait avoir les exemples, non? Et donc, j'ai essayé de trouver quelques exemples qui sont pas que anecdotes, mais que les scientifiques ont regardé plus en détail, où un changement d'utilisation de terre a conduit à des changements de précipitation. Le plus réputé, c'est ce qui s'est passé en Australie. Donc, Australie a commencé à cultiver le blé dans les débuts des années 1900. Okay? Et donc, ils ont commencé à transformer le grand paysage en prairie, en champ de blé. Et donc, dans le sud-ouest, il y avait 13 000 hectares de terre qui étaient convertis à l'agriculture pluviale, c'est-à-dire ils dépendaient, pas d'irrigation, ils dépendaient de la pluie.
et ils ont séparé les prairies indigènes par une toiture. Ils avaient construit un mur de 750 km, il est là encore, dans début des années 1900, pour empêcher les lapins de venir bouffer le blé. Okay? Et donc, ils avaient vraiment fait une barrière. Et cette barrière, elle est visible. Okay? Vous voyez ici, c'est le même bout de l'Australie. Vous voyez l'image de l'utilisation de sol. La partie sud-ouest, le bout sud-ouest, il est vraiment différente que la partie est de le mur. Okay? Et c'est immense comme terrain. Et donc, ce que les gens ont constaté quand il y avait les satellites pour regarder les nuages, donc c'est ce même bout de terre, les personnes commençaient à avoir les exemples d'images comme ça où on dit il n'y a pas de nuages au-dessus de cette zone où on a blé, mais les nuages suivent le mur. Et donc, ça les a troublés et ils voulaient savoir si c'était juste une anecdote. De voir ça une fois, c'est rien. Si on voit ça une fois, il faut voir ça de façon régulière. Mais c'est quand même choquant de voir ça. Donc, ils avaient regardé l'histoire de modification de quantité de pluie après qu'ils avaient construit ce changement. Okay? Et donc, ici, c'est une carte de la même bout d'Australie, okay? Où on a en couleur intensité l'indication du changement de précipitation entre, ils ont comparé les 25 ans jusqu'à 1976 à l'année 2000 avec tout ce qui était avant. À mon avis, c'était vers 1925 qu'ils ont commencé à avoir les mesures de pluie régulières. Donc, ils avaient les stations météo dépendables. Et quel était le pourcentage de pluie après? Est-ce qu'il était plus important ou moins important qu'avant? Et donc, plus que la couleur est rouge, plus que la quantité de pluie après, il est moins importante. Et où il est rouge? Il est rouge où ils ont changé l'utilisation de la terre. Okay? Incroyable. Incroyable. Et donc, les chercheurs ont conclu que s'il n'y avait pas eu le changement de la couverture terrestre, les champs nuageux induits par cette dépression de la côte ouest, qui est le processus synoptique récurrent en Australie, ils s'étendraient plus à l'ouest. Okay? Et ces propriétés de surface terrestre entraînaient une diminution des précipitations à l'ouest de la barrière. Parce que le champ de nuages a juste arrêté là. Donc, c'est quand même incroyable. Et donc, pour les personnes qui rentrent dans le débat de la géo-ingénierie. Géo-ingénierie. C'est pas nécessaire de rentrer dans le débat. On le fait déjà. On est en train de le faire, malheureusement. On est en train de le faire, donc ça ne devrait pas être un sujet choquant parce que c'est ça l'agriculture. On a fait une espèce de géo-ingénierie sans de réfléchir. Ils auraient peut-être pu le faire correctement, mais on ne savait pas non plus, OK? Mais voilà un exemple. D'autres exemples, ici, c'est le contraire. Ici, c'est l'Inde et ils avaient remplacé les forêts par l'agriculture irriguée. Ici, ils en apportent. Donc, dans ces zones, dans l'Inde, du nord-ouest de l'Inde. Et donc, ils avaient mesuré la quantité de précipitation après cette révolution verte, où ils remplacent la révolution verte, c'est détruire les forêts et cultiver les plantes. OK, agriculture, ça s'appelle la révolution verte. Après, par rapport à avant. Et là, c'est différent. Après, on a plus de pluie. Mais peut-être parce qu'on rajoute l'eau déjà, et donc on est en train de récupérer cette eau qu'on a rajoutée. Ça veut dire que l'eau qui est pompée pour l'agriculture irriguée, du coup, on la retrouve sous forme de précipitation. Il le retrouve. Heureusement, OK? Parce que, heureusement parce que ça pourrait dire qu'aussi, il y a des zones où on irrigue
où il n'y a pas de recyclage de précipitation, parce qu'il faut voir sur les cartes de recyclage de précipitation, les gens ont calculé ça. Dans les zones où peut-être il n'y a pas de recyclage, on irrigue et on envoie cette eau ailleurs après, parce qu'il est pris dans l'atmosphère. Mais là, c'est l'inverse. Mais c'est quand même, chaque année, c'est plus important, chaque saison. Après, un exemple de l'île de Hokkaido, où la déforestation a commencé dans le début des années 1900. Donc, à gauche, c'est l'état de forêt sur l'île en 1850. Et à droite, c'est actuel. Ils avaient les données en 1985, par exemple. Et on voit où le forêt, dans beaucoup d'endroits, est remplacé avec agriculture irriguée par l'utilisation, exploitation de forêt, etc. Et on voit que, pareil, c'est le même graphique, mais ici, le bleu veut dire moins de précipitations, que dans l'autre graphique, c'était le rouge qui voulait dire moins. Ici, on a une réduction de précipitations dans pas mal d'endroits où on a enlevé la forêt. OK? Donc, il y a de nombreux exemples dans la littérature où les gens, quand on a un historique d'utilisation de terre et un historique de précipitation, on peut quand même faire ces comparaisons. Donc, après, les gens disent, alors, est-ce que ça veut dire que si on crée les bonnes sources d'aérosol et d'humidité atmosphérique, c'est-à-dire via la végétation, est-ce qu'on peut influencer la couverture nuageuse et les précipitations au niveau local? Parce que c'est la question maintenant. Quand on voit cette information, les gens disent, mais alors, est-ce qu'on peut agir? Oui. Okay? Donc, il faut poser cette question. Donc, mais il faut prendre en considération des choses. N'importe où et avec n'importe quelle source d'aérosol. Okay? Donc, moi, je vais aborder ces deux questions-là. Donc, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions où des gens veulent? Oui, il y a plusieurs questions. Je ne sais pas si tu vas les traiter maintenant, mais notamment. Oui, peut-être parce qu'on va faire une petite transition là. Ouais, parce que il y a des questions qui sont en lien avec ce que tu vas aborder là, et notamment la question de Christine qui veut savoir, est-ce qu'on peut influencer en choisissant une occupation différente, notamment dans un jardin, donc à petite échelle, des paysages et de l'espace. Donc, je pense qu'on va l'aborder. Mais notamment, il y a des questions autour de l'expérience que tu as montrée en Inde. Ça surprend et ça perturbe un peu tout le monde, une partie des gens en tout cas, de se dire, tiens, on a retiré la forêt et on a mis de l'agriculture irriguée. Et donc, est-ce que ça veut dire que l'agriculture irriguée, demande Martin, produit plus de bactéries glaçogènes que les forêts? Il faut voir l'ensemble des facteurs impliqués dans la pluie. Okay? Je disais que tu avais mentionné le fait qu'il y a un transfert d'eau du sous-sol, puisqu'on va chercher l'eau du sous-sol vers l'atmosphère. Donc, du coup, il y a au moins un autre facteur qui peut expliquer le fait qu'il y ait plus de pluie. Oui, peut-être l'atmosphère déjà est chargée avec plus de l'eau et il ne peut pas le tenir, donc ça tombe. Mais c'est un ensemble de choses, mais je pense que chaque situation est différente. Et aussi, je pense que de détruire la nature pour faire l'artificiel, c'est pas toujours néfaste en fonction de ce qu'on veut. Okay? Il ne faut pas juste tenir la conclusion, il faut voir qu'est-ce qui s'est passé et il faut être objectif. Okay? Ok. Il n'y a pas un parti pris, tu as une démarche scientifique. Ce n'est pas toujours que de protéger la nature de tout prix est bon, parce que déjà, nulle part dans le monde, est-ce qu'il y a la nature? Ça, il faut savoir. Nulle part dans le monde, il y a nature. Parce que déjà, depuis que la découverte de la Nouvelle Monde, il n'y a pas une plante qui est à sa place. Ouais. Ce qu'on mange n'a rien à voir, ne devrait pas être ici en Europe. Donc déjà, le concept de la nature, pour moi, c'est compliqué parce que rien est à sa place, naturellement. Et c'est par rapport à dans quel monde on veut vivre et dans quel monde on peut perdurer. Ok. Alors, je vais reprendre deux questions du coup. Il y a une question de Mathieu qui demande pourquoi l'humidité dans l'air ambiant ne fait pas de cristaux par temps de grand froid en hiver, si on considère qu'il y a des aérosols et notamment des noyaux des glaçogènes qui sont présents partout. Mais peut-être il va geler, mais il ne va pas être assez grand pour tomber. D'accord.
Ok. On peut avoir les nuages qui sont strictement de cristaux de glace, mais comme ils n'ont pas pu rassembler les gouttes, ils ont gelé indépendamment, ils restent là, comme ça. Mais l'air ambiant autour de nous, on est d'accord qu'il y a il y a de la vapeur d'eau. Et donc, quand il fait froid, je pense que la demande de Mathieu, c'est pourquoi est-ce que l'humidité ambiante de l'air ne fait pas des cristaux quand il fait froid? Parce que d'abord, il faut qu'il passe en phase liquide pour geler, sinon, ce n'est pas le même processus. D'accord. Et Ok. il ne va D'accord. C'est pas ce que tu disais. geler, et il va pas. Cette étape de vapeur directement en solide, ça demande beaucoup plus d'enlever D'énergie. beaucoup plus d'énergie. Ok. D'accord. Ça marche. C'est comme ça aussi les personnes qui sèchent leur linge en Sibérie. Je l'ai vu. Ouais. Donc, ça, c'est les conditions où on peut l'avoir. Ok. Ouais, je vois. Je crois que je vois de quoi tu parles. Et après, il y a beaucoup de questions. Je ne sais pas si tu vas revenir dessus, mais tout à l'heure, tu nous as montré une slide où on voit les quantités de bactéries glaciogènes en fonction de types de végétaux, avec notamment des arbres. Mais il n'y avait pas que des arbres. Tu nous as aussi montré des cultures, en fait, des plantes qu'on cultive pour l'agriculture, notamment. Et du coup, il y a plusieurs questions. Notamment, il y a Théo qui demande est-ce qu'il existe une liste des arbres hébergeant le plus de bactéries glacogènes? Et après, forcément, on se pose aussi la question des cultures. Est-ce qu'il y a des cultures en agriculture, certaines qui seraient plus favorables, on va dire, que d'autres pour cultiver la OK, pluie? donc c'est des très bonnes questions et c'est le type de questions que j'ai régulièrement. Donc, il y a d'autres facteurs. Là, je vous donne, c'est un graphique que le gars, il a fait une mesure une fois. Ouais. Et des conditions ambiantes peuvent changer tout d'un coup. Pour une même plante, la condition ambiante peut faire que les populations vont baisser, vont monter. Le taux de fertilisation. Donc, ce n'est pas quelque chose inné à la plante, forcément. OK? Et après, même si une plante a beaucoup de ces bactéries sur ses surfaces, il y a une étape qu'on ne comprend pas encore, et ça, c'est la quantité qui peut sortir, peut quitter. Et donc, ça doit dépendre. La surface d'une feuille, c'est comme une petite forêt. OK. Si on est de la taille des bactéries, on a des trichomes qui nous dépassent la tête, etc. Donc, sortir de cette petite environnement, petite forêt, il n'est pas évident. Et donc, il y a ces deux choses-là qui sont les grands facteurs inconnus. OK, donc c'est ça, c'est qu'est-ce qui fait faire que, si on reprend par exemple l'exemple de Pseudomonas syringae, c'est qu'est-ce qui va faire que Pseudomonas syringae va, même si elle est présente en quantité sur un végétal et qu'on reconnaît que ce végétal, cet arbre ou cette culture, c'est une plante qui en héberge beaucoup, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une grande quantité de cette bactérie qu'on va retrouver ensuite dans l'atmosphère. C'est ça. Et donc, les expériences que moi j'ai faites, j'étais étonnée de voir que les conditions qui favorisaient au moins le départ sur l'orge, quand les plantes commençaient à être sénescentes et sécher. D'accord. Intéressant. Ouais. Et donc, on peut comprendre que ça peut être des conditions que pour la bactérie, c'est moins intéressant comme source de nutriments, et donc c'est le moment de partir. OK? Je continue? Super, merci, ouais, avec plaisir. OK, pas de problème, j'aime bien ces questions. OK. Donc, je vais vous donner trois exemples à considérer. Donc, voici trois exemples de micro-organismes que les chercheurs ont trouvés dans les nuages et qui étaient là de façon naturelle et qui sont glacogènes. Donc, c'est-à-dire les micro-organismes qui ont su quitter leur habitat terrestre pour monter dans les nuages. Donc, il y a un champignon Fusarium albinicum, il y a la bactérie Pseudomonas syringae et il y a cette champignon Poxenia tritici, par exemple. Donc, ça, c'est des options, parce que, voilà, pourquoi pas dire on va favoriser une de ces trois ou tous les trois, parce que déjà, on voit naturellement, elles sont aptes à se trouver dans les nuages. Okay? À prendre en considération que ces trois sont des pathogènes de plantes. Okay? Comme la plupart des micro-organismes glacogènes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'être pathogène des plantes? Ça ne veut pas dire que chaque fois qu'elle va en plante, il y a une maladie. Okay?
Ça veut dire que si des conditions sont réunies, on peut avoir maladie, mais Pseudomonas est capable de vivre sur beaucoup de plantes sans de provoquer le moindre problème. Okay? Et donc, c'est vivre avec, okay? Pas éradiquer. Donc, il faut dire que, OK, on veut être dans des conditions où la plante ne va pas souffrir, mais il y aura assez pour fournir les nuages. Est-ce qu'on peut faire ce calcul? Est-ce qu'il y a des conditions où on... Parce que déjà, il est impossible, une bactérie comme Pseudomonas, il est impossible de l'éradiquer. Elle est ubiquiste, elle est partout. On n'est pas en train de crever à cause d'elle. Okay? C'est juste quelques situations où la gestion des arbres fruitiers, etc., est fait pour qu'on le favorise sans le savoir. Donc, il faut penser à ça. OK? Donc, comment on peut réfléchir à quel modèle à choisir et combien? Donc, première question pour moi, qu'on n'a pas la réponse, mais moi, je vais faire une espèce d'estimation. Quelle quantité de pluie peuvent un micro-organisme glaçogène générer? Pour 3 bactéries, j'ai combien de millilitres de pluie? C'est ça ma question de base. OK? Combien il faut qu'il soit largué quelque part? Et on ne sait pas, mais on peut faire une supposition éclairée. Et cette supposition est basée sur la recherche sur la microbiologie de la pluie. On a collecté la pluie, diverses personnes ont collecté la pluie et on a compté le nombre de divers micro-organismes glaçogènes dans cette pluie. Donc, dans notre travail, on a vu par litre de pluie, on avait jusqu'aux 500 cellules de Pseudomonas glaçogènes. D'autres personnes ont vu qu'ils ont jusqu'à 100, 120 cellules spores de Puccinia. On n'a pas les données pour Fusarium. Et donc, je me suis dit, OK, pour illustrer le calcul, on va dire une cellule ou spore glaçogène, comme Pseudomonas 1 millilitre de pluie, okay, pour faire le calcul. Si on fait ça, qu'est-ce qu'on peut imaginer à faire? Donc, et on va faire notre calcul pour une pluie qui va déclencher à moins 8 degrés. OK? Pourquoi moins 8? Parce qu'on est sûr maintenant que c'est quelque chose qui peut être fait par les micro-organismes et où les particules inertes ne vont pas avoir beaucoup de rôle à jouer. Et aussi, moins 8 correspondent à des conditions dans les nuages où il y a d'autres processus qui font exploser les cristaux de glace pour faire encore plus. OK? Donc, we get a bigger bang for our buck. OK? OK. Donc, ça, c'est la physique de la glace. Alors, maintenant, quelle couture? OK? Donc, on va regarder le blé. Parce que le blé, il est partout, hein? Le blé, on a d'immenses quantités de blé. Et donc, on va voir quel est le risque pour maladie en fonction du nombre de micro-organismes, de ce Pseudomonas et Puccinia, on va faire ces deux, en fonction de combien il faut pour avoir assez de pluie pour la blé. Donc, le blé, on sait qu'il est planté à cette quantité de 700 000 plantes par hectare. Et dans une saison donnée, le blé a besoin 30 cm de pluie parce qu'on n'arrose pas. C'est le blé sans arrosage. Okay? Donc, il dépend de la pluie. Et donc, ça veut dire que ça, quand on fait le calcul, la règle 3, c'est 3 fois 10 puissance 9 millilitres d'eau par hectare. Okay? Donc, je sais combien de millilitres d'eau par hectare je veux créer. Donc, combien de cellules de ces micro-organismes j'ai besoin pour l'avoir, étant donné que j'ai dit un cellule pour un millilitre. OK. Et donc, c'est là où on commence à besoin de les informations sur ces taux d'activité de ces micro-organismes. Donc, selon les mesures, selon la biologie, si on veut une cellule qui est active à moins 8, okay, il nous faut 10 cellules de Pseudomonas. Parce que dans les mesures qu'on avait faites, une cellule sur 10 a ce taux d'activité. Ils n'ont pas tous le même. C'est quelque chose comme la taille des personnes. On a personne à la même taille. Si on veut trouver une personne qui est à une taille de 6 mètres, de 2 mètres d'auteur, il faut brasser beaucoup de personnes pour en tomber dessus. C'est à peu près la même chose. Okay?
Par contre, pour Puccinia, il nous faut 10 000 cellules, 10 000 spores pour trouver. Donc, il faut beaucoup plus. Et ça veut dire que pour avoir mes 30 millilitres de pluie, il faut 3 fois 10 puissance 10 cellules de Pseudomonas aeruginosa, mais il faut 1000 fois plus de Puccinia. Okay? Alors, si nos blés portaient autant de ces micro-organismes, quel sera son état de santé? Et c'est là où mon métier de pathologiste vient en jeu, parce que c'est le type de mesure. C'est comme pour les doses microbiennes pour attraper le COVID qu'on a calculé. Il faut un certain nombre pour être infecté. Et là, c'est le cœur de mon métier. Roulement de tambour. Hein? Roulement de tambour. Oui. Donc, Pseudomonas aeruginosa, si on avait des feuilles malades qui généreraient ces bactéries, donc chaque feuille malade aura 10 puissance 8 bactéries et dans un hectare, il ne faut que 300 feuilles sur ces 700 000 plantes qui ont chacun plusieurs feuilles pour l'avoir. Donc, on peut avoir un peu de maladie, mais franchement, personne ne va réaliser ça. Ou si on a des feuilles saines ou avec les populations qui sont en état juste de vivre avec la bactérie, elle fait ça à beaucoup de plantes, 10 puissance 5 bactéries par feuille, 100 000 feuilles sur ces 700 000 plantes, ça suffit. Donc, zéro risque de maladie. Par contre, pour Puccinia, il nous faut des feuilles malades à partir de 10 puissance 7 spores par feuille, la feuille malade, et il nous faut 3 fois 10 puissance 6 de ça. Donc, la chance serait pas en bonne santé. OK? Et donc, c'est là où on a cette discussion à avoir avec un producteur un jour. Je me porte dans le rêve maintenant. Discussion avec mon producteur de blé. Cette année, vous souhaitez avoir, monsieur ou madame, pas de maladie, mais pas de pluie, ou un peu de maladie et la pluie. Mais qu'est-ce qu'il choisirait? C'est incroyable. Mais on n'est pas là encore, mais on va vers là, OK? On va vers là. Parce que est-ce qu'un producteur qui va générer une maladie, qui va dire, OK, j'utilise moins de produits, je fais machin, je produis pour assurer aussi mon service écosystémique, est-ce qu'on peut même faire les subventions? Si on peut démontrer qu'il a un impact positif sur la pluie, ça peut être un service écosystémique qu'un producteur peut rendre dans son parcours, son cahier de charge de production de sa culture. Mais c'est les questions, on n'est pas encore là, mais ça, j'aime bien provoquer ces discussions. Oui, c'est bien, tu nous amènes dans le futur et ça, c'est intéressant, c'est excitant. Alors, et juste pour te dire, il nous reste un quart d'heure à peu près. Ah oui, mais on va arriver, je suis à la fin. Donc, super. Combien il faut prendre ça dans un contexte. Donc, ça, c'est des estimations basées sur modélisation atmosphérique, etc. Il y a des choses qu'on ne connaît pas, le taux de départ, donc peut-être il faut plus de Pseudomonas aeruginosa parce qu'il est probable que seulement une fraction plus petite de ces cellules vont arriver jusqu'au bout. Mais si on dépend seulement de poussière pour avoir ces taux de noyau glacogène à -8, et ça c'est basé sur nos caractérisations de l'activité glacogène du sol, il faut plus que 100 mg de poussière par mètre cube de l'air, et les lignes directrices de OMS nous disent que ce n'est pas bon pour la santé, parce qu'il ne faut pas dépasser les dizaines. Okay? Et donc, quand les nuages, quand on est en manque de ces bactéries, il faut une atmosphère beaucoup plus chargée en poussière qui est mauvais pour la santé pour atteindre le même effet. OK. Donc, en fait, pour être sûr que je vais jusqu'au bout, ça, c'est où il faut le faire
on va pas parler de ça parce que c'est un peu, c'est light. Okay? Je veux juste vous rappeler d'une chose, c'est que mettons qu'on met en place un champ de blé qui va générer. L'eau va arriver, qui va avoir la pluie? Okay? Qui va avoir la pluie? Pas la personne qui cultive ce blé, parce que l'aérosol va partir en trajectoire. Okay? L'aérosol va partir. Et donc, juste pour vous montrer, j'ai fait quelques simulations de qu'est-ce qui se passe chez vous. OK? L'air qui part dans le mois de mai de Carbone. OK? J'ai pris le mois de mai l'année passée. Ça, c'est les trajectoires de que de 24 heures. L'air qui vole à 1000 mètres de terrain, à partir de chez vous, c'est là où vos aérosols vont partir en mai. Et idem, le mois d'octobre, il part plutôt vers le nord. OK? Mais c'est des informations qu'on peut avoir. OK? C'est-à-dire, on a des simulations, nous, on a créé des outils, on peut savoir d'où partent les masses d'air qui portent ces micro-organismes. Incroyable. Donc, la question de début, est-ce que la biologie peut influencer les processus qui conduisent à la pluie? Oui. OK? Principalement par l'intermédiaire des plantes et des pratiques de gestion des cultures et des forêts. Donc, que pouvez-vous faire? Donc, je vais être capable de rapidement finir avec ça. Que pouvez-vous faire? Parce que tout le monde veut savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Et donc, ce que je conseille, vous dressez une liste des observations que vous pouvez faire et qui indiquerait l'impact de la gestion des terres sur les précipitations. Peut-être vous avez déjà fait des observations. Prenez des notes, c'est mais le moment de prendre des vous notes. avez accès. Trouvez des collègues, des membres de votre réseau capables à faire les mêmes types d'observations que vous et après déterminer comment vous êtes reliés par l'atmosphère, les graphiques que je viens de vous montrer. Ça, OK? Incroyable. Comment vous déterminez comment vous et vos collègues sentent qui est source et qui est pluie. Et après, élaborer un plan d'expérience avant de recueillir les observations parce que ce qu'on veut éviter, c'est les anecdotes. Qu'attendez-vous à voir comme impact? Où pensez-vous pouvoir observer ces effets? Sur quelle échelle de temps? Ça ne va pas tout de suite. Et comment vous pouvez être sûr que cet effet n'est pas dû à d'autres choses? Il faut des contrôles négatifs et surtout obtenir de l'aide de la communauté scientifique. Et donc, je pense que je suis à la fin de ma présentation. Oui, c'est ça. Donc, bravo. J'arrête le partage? Oui, si tu veux, bravo, merci beaucoup. Merci Cindy pour cette présentation édifiante et ce voyage que tu nous as offert. Moi, j'avoue, je vais avoir du mal à m'en remettre. Il va falloir que je regarde plusieurs fois le replay là, parce que merci. Voilà, fabuleux et très bien expliqué. C'est pour Cécile, balèze, merci pour Christine, époustouflant pour Martin, édifiant en effet, la claque, nous dit Marjolaine. Donc voilà, il y a encore plein de réactions et de questions, dans le chat. Incroyable, merci beaucoup. Alors, je vais prendre quelques questions. Il y a notamment Christophe qui dit bonsoir Cindy, merci pour cette magnifique et éclairante présentation. Y a-t-il d'autres chercheurs français qui travaillent sur le sujet ou est-ce que tu es isolé, alors en France, mais peut-être dans le monde aussi? Est-ce qu'il existe des échanges scientifiques avec les climatologues et vice-versa sur le sujet? Oui, donc on a un réseau qu'on avait. Moi, j'ai créé un réseau, on a commencé en 2006. Donc, en France, l'autre personne qui vraiment affiche une activité sur l'interaction avec les nuages, c'est Pierre Amato à Clermont-Ferrand, à CNRS. Et donc, vous pouvez le voir dans le podcast que vous avez entendu. Ouais. C'était au sujet de ce film que le peuple désert. Donc, c'est Pierre et moi qui étaient les conseillers scientifiques. Après, il y a un réseau international, mais ils sont plutôt intéressés par l'impact sur les nuages et très peu de personnes qui pensent à la partie paysage. Je partage du coup le podcast, le lien. Voilà, ouais, le paysage, c'est la partie où je ne sais pas si
Mais c'est compliqué, donc je pense que le paysage, Ouais, c'est vraiment pour les gens comme vous, si c'est possible de faire les observations, de... bah écoute, avec plaisir, hein. Enfin, en tout cas, moi, je serais hyper content de pouvoir participer à ça, donc c'est super. Ouais. Et voilà, il faut qu'on discute un peu des modalités, mais déjà avec la petite feuille de route que tu nous as proposée, c'est vraiment super. Je reprends les questions qui arrivent ici, et donc n'hésitez pas à reposter si vous aviez posé une question et que je l'ai zappé. Il y a Sylvain qui demande: y a-t-il une expérimentation que l'on peut suivre? Donc, tu as répondu en partie. Je ne sais pas si, s'il y a d'autres expérimentations qui sont en cours et qu'on peut suivre. Il n'y a rien en cours Il n'y a rien en pour cours. le terrain. Il y a Mmh. juste une entreprise aux États-Unis, il veut utiliser les plantes, il veut positionner les plantations d'une plante comme l'eucalyptus qui a un taux d'évapotranspiration très important dans les endroits où il peut le arroser avec les eaux de station d'épuration pour pas prendre une eau, c'est pour créer plus de vapeur dans l'atmosphère et le OK, positionner en amont de une montagne où après OK. on va avoir les nuages Effet fun. orographiques. Ouais, Parce que OK. c'est les conditions là où on peut prédire ce qui va se passer avec le nuage. Ouais, ouais, c'est une des choses que moi qui m'intéresse beaucoup, c'est, aussi comment, parce que là on parle du fait qu'on produit qu'une culture, par exemple un champ de blé va produire ces micro-organismes, mais après il y a toute la partie où, il y a comment ces micro-organismes, ils se retrouvent, propulsés, dans l'atmosphère avec les histoires de courant ascendant ou pas et cetera. Il y a toute une controverse autour de la pompe biotique, dont nous a reparlé, Ananda, Fitzsimmons, hier. Donc, voilà, et ça fait un lien aussi avec la question de Sophie qui dit: «On dit que les arbres font tomber la pluie. Est-ce que ce sont les mêmes phénomènes?» Donc, voilà, qu'est-ce que ça englobe un peu toute cette réflexion? Oui, mais les arbres, parce qu'ils génèrent les noyaux de condensation, ils génèrent les particules, les aérosols. La difficulté, c'est que il y a, pour moi, de comprendre, c'est que si tu veux faire le parapente, tu ne le feras jamais au-dessus d'une forêt. Donc, Mmh. où est le processus de uplift? Ouais, Où est le processus qui va les amener? C'est clair qu'ils vont monter, mais c'est pas avec la même force que quand approche une montagne et on a le ouais, mouvement de l'air vers une montagne. ouais. Moi, ce que j'ai entendu, de la part des personnes qui font du parapente, c'est qu'ils expliquent que, par exemple, eux, ils repèrent les parkings de supermarchés, parce que c'est des points chauds et que Oui, c'est souvent ça. quand autour il y a voilà, et donc ça fait ce qu'ils appellent des bulles de convection, donc des courants C'est ascendants. sensible heat flux. OK? Voilà, Ouais, c'est ça. ouais. Et il semblerait que quand on a des paysages comme par exemple des bocages, avec des haies autour qui sont des zones plus froides et au centre, la parcelle qui est plus chaude, bah, du coup on reproduit, ces phénomènes, et pour Voilà. ça il faut des paysages, ils appellent ça, la rugosité des paysages, C'est ça. et C'est parce ça. qu'il faut des paysages rugueux, et ça nous intéresse beaucoup parce que nous, comme on s'intéresse à l'agroforesterie, aux jardins-forêts et cetera, on voit bien qu'on recrée en fait cette rugosité dans les paysages, et donc peut-être cette capacité des paysages à renvoyer, ces noyaux de condensation et ces noyaux C'est ça. De de glaçogène. Le de noyau glacogène. glacogène dans l'atmosphère. Il y a Claire qui demande: «Est-ce qu'on pourra avoir le PowerPoint de ta Mais présentation?» vous avez le replay. Il va y avoir le replay, ouais, dans la Oui, permathèque, oui, c'est ça. Claire. Ouais, ouais, tout à fait. OK, il y a des questions, il y a pas mal de questions sur les autres, émissions de particules, notamment le diesel. Là, il y a une question d'Hervé sur le trafic aérien, et l'impact, un peu sur la pluie. Donc, est-ce que tu as vu toi dans toutes ces particules qu'on produit en fait finalement, et notamment les différentes formes de pollution, est-ce qu'il y en a Oui, mais certaines qui jouent des rôles? ils ont une activité, mais l'activité, il n'est pas à la même gamme de température. OK? OK, donc Et mmh, après, il y a ces produits aussi peuvent avoir un impact sur la qualité des particules, peut changer leur chimie et il peut enlever certaines activités glacogènes ou condensation parce qu'ils vont interagir avec la chimie. Donc, je sais que les bactéries glacogènes sont sensibles à l'acide.
par exemple. Hmm. Donc, la pluie Ok. acide, différentes composantes dans l'atmosphère peut nuire parce que c'est une protéine. Donc, il Hmm. peut nuire à l'activité de cette protéine. Ok. Ok, ok. Alors, il y a plusieurs personnes qui demandent pourquoi, enfin, est-ce que tu sais pourquoi tous les pathogènes, enfin, tous les glaciogènes là, qui ont été relevés, ce sont des pathogènes et pourquoi c'est seulement des pathogènes qui sont glaciogènes? Alors, on a une idée plus en plus. Donc, OK. C'est pas donc, il y a des bactéries et champignons pathogènes des plantes qui ne sont pas glacogènes. Ils arrivent à faire leur vie. Ouais, Mais ce qui est hyper important, on prend le cas de rouille. Une rouille, c'est un spore qui est comme le pollen, très, très léger. Elle va monter dans nuage, elle va monter dans l'air, et si elle monte très haut, il n'y a rien qui peut faire le descendre. Donc, elle va rencontrer les conditions très désagréables, froid, et le destin, il va crever. La seule façon que cette particule peut descendre, c'est d'être pris dans la pluie. hmm, Et donc, si on est impliqué dans la pluie, on est hmm, assuré de retour par la Terre. Et moi, j'ai hmm. des données, et d'autres chercheurs aussi, c'est qu'il y a un enrichissement par la pluie de ces micro-organismes glacogènes. Tout le monde peut monter, mais ce n'est pas tout le monde qui peut descendre. Ok, ok. Donc, c'est une sorte de coévolution finalement. C'est Euh, un moyen parce qu'on voit aussi un impact sur la répartition de certaines maladies. Quand c'est glacogène, ces organismes sont partout. Quand c'est pas glacogène, on dépend d'autres processus de dissémination à longue distance. Parce qu'on ok. n'arrive pas à sortir de l'ascenseur. Mais Hmm. pas descendre. Ok, ben écoute, merci, hein, merci pour cette présentation et puis pour ces recommandations. Et puis si on se lance dans enfin s'il y en a parmi vous qui veulent se lancer dans des expérimentations, bah voilà, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter les alvéoles et nous on sera heureux de participer à des choses autour de ça. Oui. Euh, Donc, moi, quand j'ai fait l'intervention pour Water Stories, moi, j'avais des ouais. milliers de questions et des gens voulaient me contacter directement, qui est un peu difficile parce que comme je travaille plein temps, mais voilà, une ou deux personnes sont arrivées à passer le cap parce qu'ils avaient des questions hyper intéressantes et ils avaient des Ouais. expérimentations très intéressantes. Donc, Hmm. je ne suis pas résistante à discuter avec les gens directement, mais il arrive à un moment que je ne peux pas. Ok. Je Et suis tu pas pourrais nous possible. mettre en relation avec eux, avec ces personnes-là, les personnes qui mènent ces expérimentations Oui, aux en fait, il y avait États-Unis? quelqu'un à Utah qui est Ok, en permaculture et qui ok. a des questions très importantes sur. Elle a un dispositif situé et elle est très battante, militante, donc j'ai passé du temps avec elle. Génial. Bah, nous, on est intéressés pour rentrer en relation avec elle si elle l'accepte pour Ah, OK. échanger et découvrir sa Ah, façon oui, OK. OK, d'expérimenter et parce pourquoi pas que mettre en place quelque chose par chez nous aussi. en plus, elle est française d'origine. Ah, ok, ok, bah alors Donc, génial. OK. Incroyable. Bon, bah super. Génial, super. Merci, merci encore, Merci à Cindy. vous pour l'invitation et bonsoir à tout le monde et bonne pluie. Ouais, merci, merci. Je crois que tout le monde enfin pas mal de monde est un peu aussi sous l'eau. Vive la pluie, voilà, nous dit Kevin. Ben voilà, on va continuer nous la dynamique du festival puisque ben, on va se retrouver dans une demi-heure pour une nouvelle intervention. On sera avec Marlène Vissac. On va parler de l'arbre, voilà, au centre comme un acteur incontournable de la résilience hydrique des agrosystèmes. Donc, bah, restez avec nous, prenez le temps de faire une petite pause d'une demi-heure si vous le souhaitez. Et puis bah voilà, moi je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Salut, salut!